Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cet événement sur l'inclusion numérique. Le premier d'une belle série au Hub des Territoires. Ce matin, on va parler plus spécifiquement de la feuille de route France Numérique Ensemble pour décrypter les orientations nationales, pour échanger, comprendre les enjeux sur les territoires et commencer à partager des solutions. Alors, c'est bien la vocation du Hub des Territoires que de permettre aux acteurs publics, aux acteurs privés, aux partenaires de la Banque des Territoires, l'ensemble des clients aussi de la Banque des Territoires, les collectivités, les entreprises publiques locales, les organismes de logements sociaux. C'est bien la vocation de ce hub que de permettre, les rencontres, les échanges. Et on fait ça au Hub des Territoires depuis 2021. On a organisé plus de 180 événements ici, qu'ils soient publics ou sur invitation, qui ont réuni plus de 11 000 participants. Alors, si vous ne voulez rien manquer de notre programmation, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ce matin, on est ravis aussi d'organiser cet événement avec les interconnectés. Donc, je vais très vite laisser la place à Sacha pour l'animation de cette séquence. Bon travail. Bonjour à tous, Céline, tu peux me rejoindre pour ce petit mot introductif. Je suis Sacha Desmaries, je suis responsable du dispositif conseiller numérique côté Banque des Territoires, donc aux côtés de l'ANCT. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir aussi les personnes qui sont à distance. Je ne sais pas si on a un retour sur les gens qui sont à distance. Est-ce qu'ils nous entendent bien? Très bien. Pour ce premier rendez-vous de notre cycle de conférences trimestrielles qui seront consacrées à l'inclusion numérique et à l'accès aux droits, qu'on organise à la Banque des Territoires en partenariat avec des associations d'élus. Et ce premier rendez-vous ce matin est consacré à la feuille de route France Numérique Ensemble, la nouvelle stratégie de l'État en matière d'inclusion numérique pour les 5 prochaines années. Et je suis ravie d'animer cette table ronde avec Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés, à qui je passe la parole pour un petit mot d'introduction avant qu'on accueille notre panel. Merci Sacha, bonjour à tous. Ravie d'être là ce matin effectivement pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur, l'inclusion numérique. Donc un petit mot rapidement, je suis déléguée générale des Interconnectés, qui est une association d'élus fondée en 2009 par Intercommunalité de France et France Urbaine. Donc on a une base territoriale intercommunalité de toute taille et grande ville, mais d'autres adhérents également. On est une association évidemment ouverte. Juste un petit mot d'introduction effectivement pour rappeler l'attachement peut-être des territoires à ce sujet de l'inclusion numérique. Nous, depuis 2009, date de création de l'association, c'est vraiment un des grands sujets qu'on porte depuis le début. On parlait de médiation numérique à l'époque et déjà de monter en compétence cette culture numérique dans les territoires via le travail des médiathèques, les premiers tiers-lieux. Donc il y a vraiment un investissement de longue date sur le sujet. C'est vrai qu'avec la généralisation de la dématérialisation des services publics, il y a eu un effet d'accélération ces dernières années et assez naturellement, quand l'État s'est saisi du sujet de l'inclusion numérique dès 2018, on a répondu présent pour pouvoir accompagner ces réflexions avec grand plaisir. Et puis, effectivement, dès 2019, la commission des élus, peut-être rapidement, on fonctionne aussi avec une commission des élus qui prennent en charge la vision un peu politique, stratégique, comment le numérique s'insère dans leur politique publique. Et c'est eux qui portent en fait cette parole au nom de l'association. Ils se sont assez vite saisis de cette question en disant finalement, cette stratégie numérique inclusive qui naît est une bonne nouvelle, mais déjà à l'époque, ils ont souhaité alerter sur le besoin de territorialisation de cette stratégie, le fait que les territoires étaient très impliqués, le fait qu'ils avaient vraiment envie d'être partenaires de cette dynamique. Et donc, en accord avec Cédrico à l'époque, on avait lancé une expérimentation sur des coordinations territoriales d'inclusion numérique dans 5 territoires qui avaient testé cette manière de travailler localement.
Du coup, aujourd'hui, avec cette nouvelle feuille de route, très naturellement, et d'ailleurs on a eu le plaisir de travailler ensemble, Sacha, sur un des groupes de travail qui a lancé la réflexion dans le cadre du Conseil national de refondation numérique en fin d'année dernière, sur la gouvernance et le financement. Donc on était évidemment au rendez-vous pour continuer à faire ce travail-là. Et on est très heureux aujourd'hui, et c'est l'objet de notre petit déjeuner, de voir que cette territorialisation des actions est partie intégrante de cette nouvelle feuille de route dont on reviendra dessus très plus en détail au cours de la matinée. Juste pour dire que voilà, donc c'est déjà un signe fort pour nous. On espère que les territoires se mobiliseront de manière importante dans le cadre de ces feuilles de route et de ce copilotage à l'échelle des territoires. Donc ça, c'est un peu le message qu'on va tous faire passer ce matin, je crois. Peut-être dire aussi qu'on voit bien que c'est un vrai investissement, même si tout le monde ne le fait pas encore, mais il y a une vraie volonté d'avancer. On a fait un baromètre de maturité numérique qui est sorti en mars 2023. Et donc sur nos répondants, on voit que l'inclusion numérique est passée à la 2e place des sujets les plus matures dans les collectivités. Donc ça, c'est un signe fort que quand on a une politique comme ça nationale, un portage, on arrive vraiment à faire remonter sur le haut de la pile ce type de sujet. Et 69% des répondants disaient avoir mis en œuvre un plan d'inclusion numérique. Alors à des niveaux différents, évidemment, mais c'est un signe extrêmement encourageant, me semble-t-il, là-dessus. Saluer aussi le fait que l'ensemble des associations d'élus, on dialogue vraiment avec les régions, les départements, toutes les strates de collectivités, petites villes, maires ruraux, etc., sont très consensuels sur ce sujet-là et ont vraiment envie qu'il y ait cet investissement-là. Donc ça montre vraiment une détermination commune, avec peut-être aussi, et ça c'est important de le rappeler, la préoccupation des territoires, de faire en sorte d'effectivement d'accompagner les utilisateurs à l'usage du numérique, mais aussi de ne pas oublier qu'on est avant tout dans un service public où il faut aussi avoir une réponse humaine, avoir aussi un accueil de qualité pour l'ensemble des concitoyens. Et ça reste des points qui sont importants, donc de pouvoir combiner cet accueil de qualité et puis cette montée en compétences tout au long de la vie sur ces éléments de numérique. Donc voilà, donc on salue vraiment l'action du ministre Noël Barrot sur le sujet, l'investissement de la NCT et de l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Et on espère que ça va être l'occasion aussi de redonner encore plus d'élan à cette dynamique-là. Merci beaucoup Céline. Je propose qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet et qu'on accueille notre panel. Si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Et est-ce qu'on a bien Jacques Auberty à distance ? Donc je vous présente, même plus besoin de vous les présenter, Glantine Dehuit, directrice générale des assembleurs dans les Hauts-de-France, Pierre-Louis Roll, directeur stratégie et innovation et du programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Tu voulais rectifier ton titre ? Ça ira. Et Jacques Auberty, vice-président des intercommunalités de France et président de la communauté d'agglomération du Sicoval dans le sud-est toulousain. Merci beaucoup d'être avec nous tous les 4 ce matin. Vous l'aurez compris, on est là pour parler d'une feuille de route importante, ambitieuse. Vous avez tous participé aux travaux du CNR. Avant de revenir en détail sur le contenu de cette feuille de route et voir comment on la met en œuvre, on ne part pas de zéro, c'est important quand même de le rappeler, on ne part pas de zéro sur le sujet. Céline, tu l'as déjà aussi dit en introduction, ça fait déjà une 20aine d'années que les acteurs se mobilisent sur le sujet. On a eu la première stratégie nationale pour un numérique inclusif en 2017, puis les dispositifs issus du plan de relance. Peut-être déjà pour commencer, Églantine, les premiers enseignements qu'on tire de ces dispositifs ?
Alors un constat qu'on a tous dressé, hein, ça c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur la réflexion dans le cadre du Conseil national de la refondation sur le volet numérique, sur les actions à mettre en place, on a déjà dressé le constat de ce qui avait été fait lors de la première phase de stratégie. Et on est tous tombés d'accord pour se dire que finalement, ce qui avait bien fonctionné sur le premier volet de cette stratégie, que ce soit le dispositif passe numérique, que ce soit les dispositifs de conseillers numériques, avait particulièrement été efficace sur des territoires qui étaient prêts. Des territoires qui étaient déjà organisés, des territoires sur lesquels il y avait déjà un écosystème constitué et en capacité d'accueillir ces dispositifs. Et on a vraiment pu constater une véritable différence entre ces territoires déjà investis, déjà engagés et déjà organisés, même si tout n'était pas parfait, et des territoires qui étaient un peu plus éloignés. Et donc ça a rapidement poussé la réflexion de cette question d'ancrage territorial et de cette question de proximité. Et je pense que c'est un élément qui a beaucoup guidé nos réflexions sur les travaux qu'on a effectués dans le cadre de la construction de cette feuille de route, en se disant, mais finalement, cette stratégie nationale, elle doit nous permettre de créer des conditions favorables à la mise en œuvre des politiques nationales, régionales, etc. Voilà. Merci Églantine. Peut-être Jacques Auberti pour rebondir sur ce point. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette première stratégie ? Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien, oui. Bon, merci bien. Alors merci pour votre invitation et puis les propos que nous venons d'entendre résument bien la situation et je me réjouis effectivement de la collaboration que nous avons tissée depuis un certain nombre de mois dans le cadre du CNR numérique. Alors oui, effectivement, nous avons fait des progrès. Céline le rappelait, mais il y a aujourd'hui, malgré tout, une grande hétérogénéité dans la mise en œuvre des dispositifs sur le territoire. Et donc, il fallait collectivement réfléchir à une étape nouvelle qui est celle de la généralisation, en gros, de l'engagement des territoires sur la question de l'inclusion numérique. L'impact aujourd'hui est important. D'ailleurs, le rapport de l'INSEE constate que l'ancrage territorial des services réduit les inégalités et nous nous en réjouissons. Mais il reste encore, bien évidemment, un bout de chemin à réaliser ensemble. Je pense notamment à des questions de aller vers, on y reviendra. Aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé sur l'accompagnement, mais encore faut-il aller rechercher les personnes les plus éloignées du numérique, le risque de perte de droits, et d'ailleurs la défenseur des droits le rappelle. Et puis, il y a aussi une question de territoire pertinent et de partenariat, et particulièrement de partenariats publics-privés sur le territoire, sur lesquels ces partenariats, il faut absolument que nous travaillions. Donc, à la fois donc très positif sur l'action entamée, très positif sur cette nouvelle étape telle que nous la concevons, telle que nous l'avons conçue ensemble, et je salue évidemment l'engagement du ministre Jean-Noël Barrot, et du chemin encore à parcourir pour améliorer l'ancrage territorial des services donc sur l'ensemble de notre territoire national. Merci beaucoup. Vous l'avez très bien dit tous les deux. On voit qu'il y a des avancées majeures. Malgré cela, on voit bien que les besoins de la population restent très importants et que le maintien d'une politique publique ambitieuse en faveur de l'inclusion numérique reste une nécessité. Pierre-Louis, vous aviez commandé à l'ANCT une étude CREDOC-CREAD. Peut-être un mot sur les résultats de cette étude ? Ah voilà, pardon, excusez-moi. Oui, je pense que c'est un détour qui est important pour introduire le débat, de revenir sur qui sont les personnes éloignées du numérique, puisque quand on a lancé la stratégie en 2017, il y avait ce chiffre qui avait été mis dans le débat public de 13 millions de personnes éloignées du numérique. Et là, quand on repose la question de qu'allons-nous faire en 2027 pour ces personnes éloignées du numérique, on a demandé à des acteurs académiques de poursuivre un peu ce travail de définition. Et comme tu l'expliques, les besoins sont encore grands. Beaucoup de choses ont été faites effectivement depuis 5 ans,
mais ce n'est pas 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique. En fait, l'idée même d'avoir un chiffre nous paraît aujourd'hui peut-être pas forcément le plus pertinent. On pense aujourd'hui, d'après la dernière étude, que c'est plutôt 31% des plus de 18 ans, donc 16 millions de personnes qu'on peut dire éloignées du numérique. Mais éloignées du numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? On a longtemps cru qu'il y avait une fracture numérique en France, c'est-à-dire qu'on avait un stock d'inclus, un stock d'exclus, et qu'on allait former les gens, ou que les populations allaient se renouveler, et que voilà, le problème allait disparaître de lui-même. C'est en réalité plutôt un continuum, et on a plutôt une approche en termes de compétences numériques. Et là-dessus, entre le moment où on a lancé la stratégie et aujourd'hui, il y a eu quelques événements, comme la crise sanitaire du Covid-19, et qui a aussi servi comme une sorte de révélateur pour beaucoup de citoyens du potentiel et de l'importance qu'a le numérique dans ses vies. En fait, on avait des usages du numérique et on s'est rendu compte qu'on on en avait besoin pour rester en contact avec ses proches, pour se former, pour aller acheter en ligne, et que, à force d'utiliser plus le numérique, qu'en fait, même si on se disait avant à l'aise, beaucoup de difficultés ont été révélées. Et donc c'est ce constat aussi où on a une population qui a beaucoup plus d'attentes, qui a beaucoup plus de besoins et qui a aussi une appétence qui est renforcée. Appétence ne veut pas dire non plus méfiance, c'est une prise de conscience sur les données personnelles, sur les risques du numérique. C'est vraiment une approche du numérique comme un fait social, et c'est d'une approche quelque part de rattrapage de la dématérialisation, et l'accès au droit n'est absolument pas à oublier parce qu'il reste fondamental. On est vraiment dans une approche d'éducation populaire au numérique et de diffusion de la culture numérique. Et ça, dans la façon dont on va concevoir les dispositifs d'apprentissage du numérique et les alliances territoriales qu'on va faire, ce numérique qu'on peut apprendre dans toute catégorie socio-professionnelle et dans tout moment de la vie, ça va être important dans la façon dont on va concevoir les actions sur le terrain également. Merci beaucoup Pierre-Louis pour cet éclairage. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de France Numérique Ensemble. C'est la nouvelle feuille de route donc, qui a été publiée le 21 avril dernier par le ministre Barrot, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est, oui voilà, c'était cette slide-là, une stratégie ambitieuse, hein, ça c'est les 4 objectifs qu'on s'est fixés collectivement après le CNR, 8 millions de personnes éloignées du numérique accompagnées d'ici 2027, 20 000 aidants numériques formés, 2 millions d'appareils reconditionnés accessibles aux plus modestes et 25 000 lieux de médiation numérique. Cette feuille de route, elle comporte tout un ensemble d'engagements. On ne va pas revenir sur tous aujourd'hui parce qu'il nous faudrait la journée entière, mais je vous propose qu'on se concentre sur le premier, qui est peut-être le plus structurant pour les collectivités et pour les acteurs de terrain. Donc l'engagement numéro 1, identifier dans les territoires les collectivités ou leurs groupements porteurs de gouvernance et feuilles de route territoriale d'inclusion numérique. C'est une mesure majeure de cette feuille de route qui traduit, il me semble, bien l'esprit de cette nouvelle stratégie nationale. Pierre-Louis ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un peu le cœur de cette feuille de route. J'ai évoqué la crise sanitaire, le grand coup d'accélérateur de la politique publique d'inclusion numérique au niveau de l'État, parce que vous l'avez toutes et tous rappelé, l'inclusion numérique ne départ pas en 2017, mais il y a une longue histoire de médiation et de culture numérique. Ce coup de départ, ça a été le plan de relance suite à la crise sanitaire. C'est des moyens exceptionnels qui ont été mis sur la table par rapport à l'existant, à l'échelle du budget de l'État, 250 millions d'euros. Et ça a été fait dans un contexte de crise sanitaire et de relance. Donc on a travaillé très rapidement. Le dispositif conseiller numérique a été lancé en 3 mois entre la décision politique et le moment où on a commencé à lancer le dispositif de recrutement. Et donc c'était quelque chose qui a été très piloté en centrale et très piloté depuis Paris. Et donc tout l'esprit de cette nouvelle feuille de route, c'est de territorialiser les actions. Et même si ce qui a été fait depuis 2017, c'était dans un esprit de travail avec les associations d'élus, avec les collectivités, avec la création, avec l'appui de la banque d'ailleurs, des hubs pour commencer à territorialiser l'action, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans ce partage de la politique publique. Et c'est pour ça que c'est le premier axe et que ça va être tout le sens des travaux qui vont être faits dans les mois à venir. Ça va être de définir des feuilles de route locales, ça va être de renforcer les moyens d'ingénierie, etc. On y reviendra. Mais voilà, c'est vraiment le maître mot de la feuille de route.
Alors, je me tourne vers les acteurs de terrain, les acteurs qui vont mettre en œuvre ces mesures. Et évidemment, les élus locaux. Jacques Auberty, cette nouvelle feuille de route vient généraliser des actions, des expérimentations qui avaient déjà été menées sur certains territoires. Racontez-nous. Alors effectivement, au sein de l'Intercommunalité de France, mais plus largement, comme l'a rappelé Céline, au sein de la Belle Alliance, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas a priori positionner telle ou telle strate de collectivité ou de regroupement comme étant l'acteur de terrain. Ça c'est un premier principe. Nous avons parlé en permanence de territoire pertinent. Et pour faire valoir effectivement cet engagement des territoires, nous avons l'opportunité de réaliser une expérimentation dans le cadre de ce que Céline a rappelé, des coordinations territoriales d'inclusion numérique. 5 territoires se sont mobilisés au niveau national. Celui que je préside, la communauté d'agglomération du Sicoval, sud-est toulousain. Et puis, aux côtés de cette communauté, donc 4 autres territoires, une agglo, La Rochelle, et puis des métropoles, Strasbourg, Lille et Lyon, le Grand Lyon. Nous avons, a priori, en tout cas pour le territoire du Sicoval, estimé que nous n'étions pas forcément le territoire pertinent. En tant que petit agglo, entre guillemets, 85 000 habitants, 36 communes, mais nous nous sommes lancés dans l'aventure avec un certain nombre d'éléments de démarche, en quelque sorte, de fondation, d'abord d'une gouvernance, avec un partenariat fort. La NCT s'est mobilisée à nos côtés, les services de l'État, bien entendu, et la Banque des territoires nous a fortement accompagnés. Cela mérite d'être souligné. Très vite, nous avons constaté que finalement, notre territoire n'était pas en décalage avec cette question de la pertinence de la gouvernance pour, in fine, constater que le dimensionnement d'une intercommunalité telle que celle du Sicoval était finalement un territoire pertinent. Avec un certain nombre aussi d'avancées, je pense notamment à la question du partenariat sur le territoire entre les collectivités, entre le public, les communes, l'intercommunalité, l'ensemble des services, mais aussi le secteur privé, alors certes associatif, mais au-delà, les entreprises, des banques, des assurances sont venues nous voir pour participer et il a fallu là, et d'ailleurs ce sont ces partenaires privés qui en ont exprimé d'abord le besoin, définir des règles de fonctionnement entre nous, une coordination très importante sur un territoire, nous y reviendrons sans doute, et puis une charte de fonctionnement permettant d'avancer, de définir une éthique, éviter du prosélytisme, pour travailler vraiment sur cette question de l'inclusion numérique, les outils, et donc la mise en œuvre effectivement d'un programme sur un territoire avec une gouvernance. Voilà donc les constats, ce qui nous a permis bien évidemment de mettre en avant cette question du territoire pertinent. Alors, en constatant effectivement que tous les territoires ne sont pas aussi motivés, nous y reviendrons, et donc la nécessité d'avoir en quelque sorte un filet amortisseur. Nous en parlerons certainement dans la suite de ce débat. Alors justement, est-ce que selon vous, les engagements issus de cette nouvelle feuille de route vont dans le bon sens? Est-ce que l'approche retenue est la bonne? Alors, à notre sens, oui, mais il faudrait peut-être donner la parole à celles et ceux qui ont pu en réaliser une évaluation avec une vision un peu plus extérieure. Bon, vous savez, cet engagement sur l'inclusion numérique, en tant qu'élus au vif du sujet, nous le portons maintenant depuis près d'une dizaine d'années. Et nous avons pu remarquer que les moyens mis en œuvre, je pense au conseiller numérique France Service particulièrement, mais aussi d'autres moyens, évidemment, au sein des accueils de mairie ou des accueils d'interco, d'autres initiatives départementales en Haute-Garonne particulièrement, ont permis d'avancer considérablement, de sensibiliser en fait tout autant celles et ceux qui sont en charge du contact au public et de l'accompagner, mais bien évidemment celles et ceux qui à un moment sont concernés aussi par les questions de dématérialisation des services, pour qu'ils ne soient pas uniquement dans des volontés de gain de marge en quelque sorte,
mais qu'ils soient aussi attentifs au fait qu'ils ne doivent pas laisser au bord du chemin un certain nombre d'usagers de ces services. Donc ça, c'est vraiment un constat très fort que nous avons fait, et nous poussons pour poursuivre en fait cette organisation territoriale, ce partenariat entre l'État, les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs du territoire, qu'ils soient acteurs publics ou acteurs privés. Malgré tout, nous constatons qu'il nous faut trouver en quelque sorte, je vais employer un terme qui est fort peu utilisé dans les collectivités publiques, un modèle économique permettant de stabiliser en quelque sorte les moyens pour avoir une longue vue en quelque sorte et faire en sorte d'apporter de la sérénité là où, vous le savez bien, et notamment les employeurs des conseillers numériques France Service craignent le pire, et d'ailleurs on voit d'ores et déjà un certain désengagement. Il faut absolument inverser la tendance. Je me tourne vers Églantine. Vous avez mis l'accent sur un point important, la collaboration entre les acteurs publics et les acteurs privés. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important pour vous, Églantine ? Alors la question, effectivement, de la collaboration entre les acteurs publics et privés est essentielle, mais je voudrais aussi revenir autour d'un sujet évoqué par M. Auberti un peu plus large. C'est la question de la transversalité. On ne peut pas traiter aujourd'hui la question de l'inclusion numérique en la traitant en silo. Et le silo, il concerne à la fois effectivement cette dimension publique-privée, mais ça va au-delà de ça. Simplement, la question de l'inclusion numérique, aujourd'hui, de prime abord, on considère que c'est une problématique d'accès aux droits. C'est vrai. C'est une urgence sociale, et traiter cette problématique d'accès aux droits, c'est un point qui est essentiel. Néanmoins, aujourd'hui, la réalité de l'inclusion numérique, c'est que le besoin d'usage numérique est présent dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement économique, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'habitat. Et alors, je peux vous en citer des tonnes comme ça, et on peut y passer la journée. Mais en tout cas, le sujet, c'est vraiment qu'on est face à un sujet qui est extrêmement transversal, et que l'un des enjeux, c'est de permettre à chacun d'intégrer et de s'approprier ce sujet de l'inclusion numérique dans ses propres sujets. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette transversalité, elle nécessite des partenariats. C'est évident. Donc à la fois dans la mobilisation des politiques publiques, aujourd'hui on constate au quotidien sur le terrain, quand on a des collectivités qui sont très avancées sur ces sujets d'inclusion numérique, celles qu'on rencontre régulièrement, j'ai envie de dire, c'est pas un sujet. On a des projets, on a du financement autour de ces sujets-là. Et quand on aborde une collectivité pour laquelle c'est encore un peu plus compliqué, qui est un petit peu plus éloignée, la première réponse c'est oui, mais on n'a pas de fonds, on n'a pas de financement pour financer ces sujets-là. Donc on a vraiment besoin de travailler cette notion de transversalité et de casser un peu les silos pour pouvoir mettre en place des actions efficaces. Sur la question des partenariats publics-privés, j'ai envie de dire, on est exactement dans la même dimension. Alors, sur deux niveaux. Un premier niveau qui est la mobilisation des acteurs qui font la médiation numérique. Parce qu'effectivement, on a énormément de collectivités d'acteurs publics qui sont opérateurs de médiation numérique et qui opèrent la médiation numérique au regard de leur politique publique, mais on a également un tissu associatif et un tissu d'entreprise de l'ESS qui elle-même opère des actions de médiation numérique, et souvent sur des sujets qui sont justement un peu un pas de côté par rapport à ce que peuvent faire les collectivités, et qui donc répondent aussi à ces enjeux beaucoup plus transversaux. Donc ces partenariats et cette question de maillage d'acteurs à l'échelle d'un territoire entre des acteurs publics et privés est essentielle pour construire une offre de médiation numérique adaptée aux besoins des habitants d'un territoire. Et puis, le deuxième niveau de partenariat public-privé qui a été évoqué, c'est bien sûr l'engagement des acteurs publics dans des domaines aussi divers que justement la santé, les énergéticiens, les acteurs de la mobilité, etc., sur la prise de conscience de leur rôle et de leur responsabilité en matière aussi de dématérialisation, et donc de leur engagement dans l'accompagnement des usagers sur ces sujets d'inclusion numérique. Donc effectivement, on est sur un sujet qui est extrêmement large. On touche du doigt un certain nombre de sujets. On a un travail de terrain, mais pas que, de sensibilisation et d'embarquement des acteurs qui est énorme, qui prend beaucoup de temps. On y croit.
Alors, la question de la sensibilisation et de l'embarquement des acteurs, il me semble que c'est tout à fait l'objet de cet engagement numéro 1, qui consiste à coordonner et à organiser la gouvernance au niveau local. Vous n'avez pas manqué la circulaire publiée cet été, adressée aux préfectures de département. C'est un document qui pose les premiers jalons de la mise en œuvre de ce premier engagement. Pierre-Louis, en quelques mots, de manière assez synthétique et pédagogique, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que dit concrètement cette circulaire et quel est son calendrier de mise en œuvre? Alors, de 2007 à 2020, on était dans une phase d'expérimentation. 2020, on était dans l'exception. Là, on rentre dans la pérennisation. Et donc, en langage technocratique aussi, pérenniser, ça veut dire comment on écrit dans le dur les choses. Et donc, on a effectivement adressé une circulaire au préfet pour organiser sur le terrain la politique publique. Si vous ne l'avez pas vue, je ne suis pas sûr qu'elle soit déjà versée sur Légifrance, mais vous pouvez la retrouver sur notre site sociéténumérique.gouv.fr. Et tout l'objectif, ça va être d'organiser ce que décrivait Jacques Auberty, ces coalitions locales de l'inclusion numérique. Donc, ce qu'on a demandé très concrètement, c'est au préfet de commencer à nous renseigner d'ici le 30 septembre. Alors on a glissé un peu parce que c'était très court. Quelles vont être ces gouvernances territoriales qui sont pressenties, donc c'est-à-dire qui sont les collectivités qui seront partantes pour porter les gouvernances à l'échelle du territoire, que ce soit le département, la région, etc. Quelles sont les collectivités qui sont intéressées pour être partie prenante, de venir participer à cette coalition, mais aussi toutes les structures qui ont vocation à rentrer dans le collectif. Et là, ça peut être assez varié, ça peut être des associations, ça peut être le SDIS, ça peut être des acteurs de la cybersécurité, la brigade de gendarmerie locale, la poste, enfin voilà, là on veut vraiment que tous ceux qui ont vocation à rentrer. Donc ça, c'est une première formalisation impressionniste, d'avoir un premier retour par les préfectures et de formaliser le périmètre dans le sens de quelque part de zonage d'ici le 31 décembre et de faire savoir quels sont les besoins d'ingénierie pour appuyer, parce que comme le disait Jacques Auberty, effectivement, il faut qu'on réfléchisse au modèle économique, il faut qu'on réfléchisse à la gouvernance, à la coalition. Et donc, qui va être autour de la table au niveau de l'EPCI, au niveau du département, au niveau de la coalition, etc. Et de quels sont les besoins pour organiser tout ça. Et l'objectif, c'est que d'ici juin 2024, on ait un peu stabilisé cette vision sur tout le territoire national de qui fait quoi dans chaque territoire et qu'on se soit doté aussi d'objectifs territorialisés auxquels répondre collectivement. Donc, il y a tout un tas d'outils qui ont été mis en place pour réussir ça. Il y a notamment sur ceux qui souhaitent se signaler par eux-mêmes à être volontaires, ils peuvent aller sur notre site aussi pour remplir ce formulaire. Donc j'invite toutes les collectivités connectées et associations qui ne l'ont pas fait d'aller regarder un peu pour se signaler. Merci Pierre-Louis pour ces précisions. On a parlé de périmètre, même de zonage. La circulaire précise que lorsque cela est pertinent, des périmètres infradépartementaux peuvent être retenus pour ces gouvernances et pour ces feuilles de route. Jacques Auberty, vous êtes à la tête d'une communauté d'agglomération. Est-ce que c'est, selon vous, un échelon pertinent pour constituer une feuille de route sur votre territoire ? Alors, si vous voulez, je vais parler de très concret, puisque nous venons d'être sollicités par le préfet de la Haute-Garonne pour mettre en œuvre d'ores et déjà la circulaire. Donc, imaginez, application le 30 septembre, et en Haute-Garonne, nous anticipons, un sous-préfet a été nommé. Il a contacté d'ailleurs immédiatement le SICOVAL et nous allons travailler en partenariat pour voir dans quelle mesure nous pouvons construire sur le département de la Haute-Garonne donc cette partition en quelque sorte. Et évidemment, le département sera partie prenante de la démarche, c'est l'esprit même de la circulaire.
nous nous sommes proposés pour donc partager dans un esprit de solidarité avec tous les territoires notre expérience sans présomption, y compris d'ailleurs sur des domaines qui n'ont pas été cités sur le point précédent, la question de la formation, la question de la montée en compétences des agents publics, la question évidemment de l'opportunité que les entreprises pourront développer en matière de formation tout au long de la vie. Sur le numérique, là où les métiers ne s'y prêtent pas forcément. Donc, ce sont des sujets très importants. Et donc, nous passons à l'action en Haute-Garonne. Des réunions sont d'ores et déjà programmées avec un petit peu comme dans d'autres domaines, hein, le domaine du logement qui est cher à la Banque des Territoires, est organisé de la sorte avec la question des aides à la pierre. La possibilité pour un EPCI d'être compétent et le filet amortisseur qui est le département dont évidemment l'action sociale, l'aide sociale est aussi partie intégrante de l'ADN évidemment et donc c'est cette démarche-là que nous entamons. L'objectif sera tenu. Il faut absolument que d'ici mi-2024 nous ayons donc notre organisation territoriale. Et je suis extrêmement confiant compte tenu de la mobilisation que nous avons en Haute-Garonne particulièrement. Merci beaucoup. Peut-être, Églantine, un autre point important de ces feuilles de route, elles sont co-signées par le préfet de département et là où les collectivités locales concernées. Est-ce que c'est une bonne chose d'associer les préfets de département ? Alors, oui. La mobilisation des préfets de département permet de garantir un équilibre à l'échelle départementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme M. Auberti l'a largement exprimé, on a des collectivités territoriales, des intercommunalités qui sont extrêmement dynamiques. Le risque de ne pas considérer directement l'échelon départemental, c'est de renforcer des disparités entre territoires. C'est essentiel de continuer à accompagner, de renforcer les actions sur les territoires déjà largement engagés, mais comment on va chercher justement en partenariat collectivement celles qui sont plus éloignées du sujet. Donc ça c'est vraiment un point qui est important et l'engagement des préfectures de département permet, j'ai envie de dire, de garantir un peu ce panel et cet équilibre territorial. Maintenant, les premières expériences qu'on a sur les premiers retours des départements, je vais un peu plus vite par rapport à la question suivante, mais les premiers retours qu'on a, la réalité de terrain, c'est qu'on a déjà des grandes disparités entre départements, de mobilisation de départements. Monsieur Auberti explique ce qui se passe sur son département et c'est assez exemplaire et hyper enthousiasmant. La réalité d'autres départements est parfois assez différente. Et moi, pour parler des Hauts-de-France, 5 départements, on en a certains sur lesquels il y a déjà des schémas existants, il y a des choses dans lesquelles ça peut s'intégrer, donc voilà, on sent que les choses vont avancer. Et puis on a d'autres où on part de pas grand-chose et où on a des préfectures de département qui sont finalement assez peu au courant du sujet ou en tout cas compétents sur ces sujets-là et ne savent pas vraiment par quel bout prendre le problème, j'ai envie de dire. Et de se dire... donc, nous, en tant que hub, on est pas mal sollicité là-dessus, justement, sollicité un peu à l'aide en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de questionnements sur comment on va mettre en place ces pilotages, ces chefferies de projet, ces pilotages départementaux. Quels sont les acteurs avec lesquels on peut travailler ? Et puis, une question de fond sur laquelle on reviendra après, c'est la question comment on finance tout ça ? Parce que déjà, répondre pour le 15 octobre, le 31 décembre et le mois de juin, on ne sait déjà pas bien comment on va faire, on n'a pas forcément les compétences, voilà, donc il y a un certain nombre de réponses qui sont en train d'être mises en place en face, mais on sent quand même qu'il y a pas mal d'inquiétudes sur ce sujet-là. Et puis aussi déjà les questions sur... Et ensuite, à partir du mois de juin, comment on va accompagner la mise en place de ces plans d'action sur lesquels on aura travaillé. Voilà, donc... j'ai envie de dire, on retrouve finalement cette différence entre territoires déjà bien avancés et ceux un peu plus à la traîne, avec une nécessité de renforcer l'accompagnement des territoires les plus à la traîne, mais en même temps des questions de moyens qui sont posées sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas toutes les réponses.
Voilà. Céline Colucci, peut-être aussi un petit retour de terrain sur ce qui se passe. Alors effectivement, on concorde, on anime un groupe de travail sur l'inclusion numérique et d'ailleurs je salue les membres du groupe qui sont à distance, assez nombreux je crois. On se retrouve cet après-midi en groupe de travail, donc on aura l'occasion de débriefer. Mais effectivement, donc on a des territoires qui sont très investis et et ça c'est un peu le message qu'on veut faire passer à tous. Je pense qu'effectivement la possibilité de se signaler auprès de la préfecture est hyper importante du côté des territoires qui ont déjà cette volonté d'avancer. Je pense que ça, c'est un message qu'on peut porter tous ensemble, parce qu'on le voit bien, quand on a un ou deux acteurs, même s'ils sont peu nombreux sur un territoire, ça permet d'embarquer, de partager l'expérience et d'aider les autres aussi à y aller. Nous, c'est vraiment l'esprit qu'on voudrait porter collectivement, et je pense que c'est vraiment l'esprit aussi sur le terrain. On n'est pas là dans un jeu de concurrence territoriale, on est bien dans une envie de faire ensemble avec des niveaux de maturité qui peuvent être différents, des moyens qui peuvent être différents. Donc cette logique de pouvoir faire ensemble, elle est intéressante. Peut-être pour préciser, pour ceux qui découvrent, je pense qu'il y a deux choses qui ont peut-être pas été suffisamment dites à mon avis. Il y a cette idée vraiment de rassembler les acteurs à l'échelle d'un territoire. Donc c'est les collectivités, on l'a dit, mais c'est aussi les acteurs de la médiation numérique. Donc ça va être les associations qui font, ça va être les représentants des utilisateurs, ça va être également des entreprises qui s'investissent, Jacob Bertil l'a dit, mais ça peut être aussi des acteurs comme des citoyens. Je sais qu'aussi Coval, par exemple, ils ont fait un collège dans le cadre de l'expérimentation qui a associé aussi les citoyens. Donc c'est hyper intéressant de se dire on peut mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire autour de cette dynamique-là. Donc ça, c'est un premier point, ce côté on y va tous ensemble, il y a un problème à gérer, on y va, quoi. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir s'appuyer sur un diagnostic. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que souvent, quand on a du mal à démarrer sur un terrain, le fait de pouvoir partager ensemble un constat, partager des chiffres, se dire quels sont les besoins réels du territoire, où sont les personnes qui sont concernées, quelle est la particularité de mon territoire, est-ce que c'est plutôt des personnes, un public de personnes âgées, est-ce que c'est plutôt des jeunes, est-ce que c'est plutôt des personnes en difficulté sociale. Voilà, on a en général un mix de tout ça, mais le fait de partager ce diagnostic ensemble, ça permet de poser un constat et de donner aussi envie d'aller. Donc je pense que ça aussi c'est un point hyper important dans cette dynamique-là, c'est que du côté de la NCT, il y a aussi la volonté d'aider à la mise en place de ce diagnostic un peu systématique et faire en sorte qu'on prenne conscience collectivement et qu'on se donne des objectifs communs à répondre, mais qui ne sont pas les objectifs de l'État, parce que c'était un des soucis, entre guillemets. C'est bien d'avoir un objectif national. Ce qui est encore plus important et qui va faire bouger les gens, c'est de répondre aux besoins réels de la population locale. Et c'est là où le fait qu'il y ait plusieurs porteurs est important, parce qu'il peut y avoir des fortes disparités de situation entre la situation globale du département, la situation d'un pôle métropolitain, par exemple, ou de tel ou tel groupe de communes qui a une problématique particulière, parce que, je sais pas, commune de montagne, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et donc, l'idée, vraiment, ce qu'on partageait tous ensemble, et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir en tête, c'est de pouvoir coller au plus proche du besoin, de la réalité du territoire, là où on est. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes les forces vives autour de ça. Après, la mise en cohérence au niveau départemental, elle est logique. C'est ce que disait Églantine tout à l'heure. Il faut s'assurer qu'on embarque tout le monde. Donc, c'est important. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour les acteurs de terrain de faire valoir la réalité de leur territoire, de faire valoir la réalité des situations et d'y répondre de manière la plus fine possible. Merci Céline. Alors on a beaucoup parlé des objectifs attendus, de comment est-ce qu'on mobilise les acteurs. Pierre-Louis, comment est-ce qu'on finance ces mesures? Quels sont les moyens alloués à la mise en œuvre de cet engagement? Comment est-ce qu'ils vont être mobilisables? Comment ils sont fléchés? Alors il y a plusieurs moyens qui sont mis sur la table et qui sont en discussion. Le premier... Déjà, la première chose à dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire budgétaire de ce pays, il y a une ligne inclusion numérique au budget général de l'État, ce qui n'existait pas
avant le dernier PLF, qui en plus va être reconduit. Et une politique publique, si elle n'a pas de ligne au budget, elle n'existe pas. Donc c'est déjà la première victoire à avoir en tant que reconnaissance en tant que telle. On a effectivement une enveloppe qui est dédiée au financement des conseillers numériques, qui est appelée à être pérennisée. Alors on a partagé en fin d'année dernière quelle était la trajectoire budgétaire, puisque effectivement ce qui devait à l'époque être une mesure d'exception et ne pas être renouvelé, le plan de relance, exceptionnellement va être renouvelé et pérennisé, tellement le dispositif a rencontré à la fois l'adhésion de la population, parce qu'on fait des politiques publiques pour servir les gens, et parce que je pense qu'on a trouvé un mode de fonctionnement avec les collectivités, avec les autres employeurs, qui était assez fécond. Donc on connaît cette trajectoire financière, autour des 50 millions par an. Enfin voilà, on ne va pas revenir dans le détail des chroniques budgétaires et des mécaniques de financement, mais c'est cette ligne-là qui existe. Ensuite, pour réaliser ces feuilles de route, et on va passer par une phase d'expression des besoins, et je le redis, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. L'objectif, c'est qu'on se parle tous dans les départements. Il y a une pluralité dans les départements au sens géographique, pas au sens dans tous les territoires. Il y a une grande pluralité de façons de réaliser l'inclusion numérique. Il y aura des départements, on va mettre plutôt les acteurs éducatifs autour de la table, d'autres, on va avoir du monde de l'entreprise, on va travailler entre PCI, etc. Il faut vraiment qu'on discute territoire par territoire, qu'on mette les gens autour de la table, et s'il y a besoin effectivement d'ingénierie, on a créé un fonds national d'ingénierie qui est appelé à être pérennisé pour venir soit appuyer pour recruter des personnes, pour venir mettre de l'huile dans les rouages de ces gouvernances locales, soit pour aller financer les actions en ingénierie autres. Et une dernière enveloppe aussi qui a été mise. On s'est rendu compte que notamment dans des territoires comme à Sicoval, là où le fonctionnement des conseils numériques était le plus optimal, c'est quand il y avait de la coordination intermédiaire. Donc il y a aussi un fonds qui est dédié au recrutement de coordinateurs conseils numériques, là, qui sont en cours de déploiement. Et ça va être assez important de venir renforcer cet encadrement intermédiaire, de créer de la cohésion et d'arriver à créer des ponts entre les différents employeurs, entre les différentes structures. Ça, c'est un dispositif auquel on croit beaucoup. Et enfin, une fois après la mi-2024, quand on aura mis tout le monde autour de la table, ce qui sera très, très important, c'est d'identifier quels sont les autres fonds qui peuvent être agrégés à cet effort collectif, parce que les collectivités mettent beaucoup sur la table, l'État met beaucoup sur la table, et il y a d'autres acteurs aussi qui contribuent à cette montée en compétences et qui voudraient rentrer aussi dans le collectif. Donc ça va vraiment être un exercice extrêmement pragmatique d'aller regarder territoire par territoire quels vont être les leviers qu'on peut rajouter vraiment, j'insiste sur ce terme de coalition, pour la montée en compétences numériques de toute la population. Églantine, Jacques, est-ce que ces moyens vous semblent aujourd'hui suffisants pour épauler les collectivités et les acteurs de terrain dans la mise en place de ces feuilles de route ? Bonne question. Alors, suffisant, non. Ça ne sera jamais suffisant, mais ça c'est une évidence. Non, mais sans plaisanter, le soutien de l'État sur ces sujets est essentiel et ne peut être qu'incitatif auprès des collectivités pour justement faire effet levier et avoir un effet d'amorçage. Donc c'est essentiel. La réalité aujourd'hui, bien sûr, se pose dans les cofinancements de l'État qui pose de vraies problématiques sur bon nombre de territoires. Mais Pierre-Louis l'a évoqué, donc comment on va soutenir ces différentes actions. Mais c'est vraiment la question, j'ai envie de dire, la question prégnante du moment. On ne va pas se voiler la face, c'est celle-là. Maintenant, moi, je voulais aussi évoquer un autre point qui me semble important, c'est les effets de mutualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler sur des échelles départementales en impliquant l'ensemble des acteurs, collectivités, etc., c'est une évidence et c'est aussi un moyen de mutualiser des moyens. Mobiliser différentes typologies d'acteurs publics, privés, bien sûr, c'est un moyen de mutualiser. Mobiliser différentes sources de financement de politique publique, c'est également un moyen de
de mettre, entre guillemets, au pot commun des moyens. Et puis après, il y a également dans le déploiement des actions, probablement des mutualisations et comment dire, des compétences qui peuvent favoriser la mise en place d'actions. À la fois par de l'échange de bonnes pratiques, tout simplement, et par de la collaboration entre collectivités. Et puis, bon, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais les hubs pour un numérique inclusif ont aussi été créés pour ça, pour apporter de l'expertise à des territoires sur des sujets d'inclusion numérique. Aujourd'hui, on est de plus en plus en capacité de porter des projets pour différents échelons d'acteurs, de collectivités, etc. Et donc, faire un peu aussi notre pub pour dire, mais appuyez-vous aussi sur les hubs qui peuvent vous apporter des compétences, pas toutes. On n'est pas capable de tout faire, mais on peut en tout cas apporter une mutualisation de compétences. Et même pour aller au-delà de ça, entre hubs, aujourd'hui, on se pose aussi la question de comment mieux mutualiser entre nous. Comment, aujourd'hui, il y a un hub pour un numérique inclusif sur chaque région. On a des offres de services qui parfois sont très différentes, qui parfois convergent. Parfois, entre nous, on se dit, mais finalement, on réinvente une offre de service qui peut être tout à fait appliquée sur d'autres territoires. Et on se pose pas mal de questions là-dessus. Comment mieux consolider notre offre de service, la mutualiser pour la mettre à disposition de l'ensemble des territoires. Ça aussi, ça nécessite des moyens, mais bon, voilà. Donc, il y a en tout cas des solutions qui existent, et bien sûr que le soutien de l'État est essentiel. Maintenant, c'est la réflexion sur la suite et comment on va boucler les budgets, pour être clair. Et pour un mini complément aussi, il faut se rappeler que le plan de relance, c'était des fonds européens, c'était le FRR. On ne pouvait pas non plus rajouter une aide de l'Europe à une aide de l'Europe sur le financement des conseils numériques. Aujourd'hui, c'est possible, puisqu'on est sur des crédits de droit commun. Donc, en termes de financement complémentaire, il y a également tous les fonds européens qui peuvent être allés chercher. On a d'ailleurs fait un guide de cofinancement des conseils numériques qui peut être retrouvé sur notre site, qui a vocation à être encore enrichi de tous les bons coins à champignons, parce qu'il y a encore beaucoup de sources à trouver. Mais voilà, il faudra être un peu stratège sur la question des fonds européens, mais c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier dans les projets de cofinancement. Jacoberti, peut-être Céline, après, une réaction sur ces moyens financiers? Alors, bon, je crois qu'il faut souligner quand même les progrès, mais se diriger vers aujourd'hui un financement structurel en fait de cet engagement de lutte contre l'électronisme, un petit peu comme par le passé, nous avons aussi structurellement combattu l'illettrisme. Donc ça, c'est un premier point. Et il faut trouver donc le bon niveau d'accompagnement financier. Là où c'est compliqué, c'est qu'il ne faut pas que d'un côté on ait les bénéficiaires de la dématérialisation et de l'autre côté une charge donc insupportable pour la proximité, pour l'intervention sur les territoires. Mais je crois que tout le monde est convaincu de ce mouvement que nous devons organiser. Malgré tout, je crois que l'application de la circulaire va nous permettre de regarder de nouveaux domaines. Il était question tout à l'heure, cela a été dit par exemple, que les collectivités au niveau local accompagnent les citoyens sur la question de la santé, hein, donc avec notamment le nouveau portail. Il nous faut absolument évaluer, et c'est prévu d'ailleurs dans le dernier axe hein, de la feuille de route, l'impact sur ce type d'investigation du niveau local. Accompagner un citoyen pour accéder au portail santé, c'est quelque part un petit peu s'occuper de sa santé. Et ça, nous avons du mal aujourd'hui à évaluer le bouleversement que cela représente. Ça, c'est le premier point. Donc, évaluation fondamentale pour ajuster les moyens dans le futur. Deuxième élément, vous savez que nous avons des concitoyens qui font la démarche pour être aidés, mais nous en avons une partie, et c'est la question des flux, effectivement, qui a été soulignée par Pierre-Louis Rolle, une partie qui ne fait pas cette démarche. Et donc, il y a un travail social aussi induit par le numérique qui va consister à réaliser de la veille sociale sur les territoires. Il est très important d'ailleurs que le tissu local soit associé à la gouvernance, non pas en tant qu'opérateur, mais en tant que relais vers l'ensemble de la population pour aller vers ces citoyens qui risquent d'être en perte de droits, voire qui le sont déjà, de façon à les cibler. Et là aussi,
il y a tout un secteur de l'intervention de l'inclusion numérique que nous allons évaluer. Et donc, les moyens devront demain sans doute s'adapter. Mais je le souligne, hein, je crois que nous sommes aujourd'hui tous convaincus des progrès à réaliser et des progrès ont déjà été faits et je m'en réjouis. Peut-être un petit mot complémentaire, juste pour paraître dans cette logique de double levier d'action. Il y a évidemment, et vous l'avez dit, besoin qu'au niveau de l'État, il y ait cette impulsion et qu'il puisse y avoir une dotation qui soit suffisante en proportion finalement des objectifs et de ce qui va être porté sur le territoire. Et qui puissent aussi venir faire levier sur les feuilles de route qui vont sortir. Donc on comprend l'idée de dire on évaluera mieux les besoins et on pourra mieux répondre dans la mesure où on saura et plus précisément ce qui est nécessaire. Donc je pense que ça c'est peut-être un volet 2 qui doit arriver assez rapidement quand même pour soutenir cette mobilisation générale et c'est effectivement très attendu du côté des associations d'élus. Évidemment il y a une demande qui a été faite de manière très officielle à ce qu'on puisse avoir un volant de financement supplémentaire. Il y a aussi l'autre levier local, et Jacques l'évoquait à l'instant, c'est dans cette logique de coordination générale. On a aussi, quand on a travaillé ensemble sur la concertation nationale, il y avait cette idée d'un double fonds, c'est-à-dire un fonds national pour accompagner globalement les acteurs, pour vraiment stimuler le mouvement global. Et puis, il y a l'idée qu'une fois qu'on est structuré ensemble au niveau local, on peut mettre en place des guichets, une logique de guichet unique. Alors, la logique de guichet unique, c'est quoi très concrètement? En fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de politiques publiques qui financent de l'inclusion numérique. Mais il y a l'enveloppe pour les personnes âgées, il y a l'enveloppe pour le handicap, il y a l'enveloppe pour les quartiers politiques de la ville, il y a l'enveloppe pour machin, il y a l'enveloppe pour bidule. Il y a l'entreprise X qui finance des formations à un endroit, mais pas ailleurs, etc. Donc en fait, il y a des moyens, mais ils sont disparates, un peu éclatés. Et là, je pense que vraiment la chance qu'on peut avoir dans cette logique aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met ensemble les acteurs, on fait un constat commun, on a des objectifs communs, donc on peut déjà peut-être mieux trier qu'est-ce qui est essentiel à faire en premier ensemble, et puis peut-être réussir à faire converger, ça c'était une demande aussi dans le cadre de cette feuille de route, de ce niveau de pilotage national tout au long de la vie de la feuille de route, c'est d'arriver progressivement à faire converger les différentes politiques publiques domaine par domaine, public par public, vers un même objectif sur le terrain. Et si on arrive déjà à faire ça, on pense qu'on aura un levier de moyens plus important, et puis ensuite, effectivement, être quand même en capacité d'aller chercher des fonds complémentaires pour aller plus loin. Et puis, le dernier point, et c'est un point, je pense, sur lequel on aura l'occasion de travailler à l'avenir, il faudra qu'on regarde collectivement comment on peut mobiliser mieux les fonds de la formation professionnelle globalement pour accompagner aussi tous les citoyens qui sont par ailleurs employés quelque part. Parce que là, il y a peut-être aussi un moyen de faire levier. Voilà, juste un petit point complémentaire. Pierre-Louis, une réaction pour conclure, parce qu'on me fait signe qu'on a écoulé notre temps disponible, mais je te laisse conclure. Non, mais pour conclure, on a encore beaucoup de travail collectif à faire, et en tout cas, il y a vraiment une dynamique qui est lancée. Je tiens encore à remercier les interconnectés et toutes les assos d'élus pour le travail de co-construction qui a été fait. Et pour être bref, juste vous donner tous rendez-vous à Numérique en commun les 19 et 20 octobre à Bordeaux, autour du ministre Jean-Noël Barrot, où il y aura 2000 personnes qui seront là aussi pour parler inclusion numérique. Voilà, je termine sur un petit mot de pub, mais en tout cas, on a hâte de poursuivre les travaux de construction de la politique publique avec vous tous. Tu as bien raison et on a hâte d'y aller. Juste avant de clore ce premier rendez-vous, on peut prendre encore, on a quand même 5 minutes pour prendre quelques questions dans la salle et peut-être à distance. En attendant qu'il y ait des questions peut-être dans la salle, pour faire remonter les questions qui sont à distance, il y a une question notamment sur la formation et la certification des aidants professionnels et notamment des conseillers numériques. Est-ce qu'il y a des engagements qui vont être pris dans la feuille de route en ce sens-là ?
Alors je me lance. Oui, effectivement, il y a tout un des axes est dédié justement à la formation des aidants professionnels. L'idée, c'est de faire évoluer la formation initiale et continue des conseillers numériques. Tout d'abord, on a eu beaucoup de travaux d'évaluation et de retour aussi pour nous aider à recalibrer un peu tout ça. Mais l'idée est un des marqueurs du dispositif conseil numérique était de s'appuyer sur des formations de droit commun et des titres professionnels. Et donc, avec le ministère du Travail, on vient de lancer ce qu'on appelle un EDEC, un engagement pour le développement des compétences, qui va mettre autour de la table les opérateurs de compétences, les différents partenaires, pour qu'on travaille sur l'évolution des titres professionnels, la reconnaissance, les diplômes, etc. Le même travail va être engagé du côté des acteurs publics, sur le volet fonction publique territoriale, notamment. Donc ça, c'est un chantier de long terme, mais l'objectif est bien d'aller vers une structuration et une meilleure reconnaissance du métier de médiateur numérique au global. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou à distance ? Bonjour, Cyril, Informatruc, donc lauréat 13e, accélérer l'inclusion numérique. J'interviens sur une partie un peu border, on va dire, qui est la réparabilité et le fait d'avoir un appareil fonctionnel pour pouvoir monter en compétences. Donc je représente aujourd'hui mon collectif qui est leader en France de la réparation rurale. Une question pour les acteurs comme nous, qui sont des acteurs privés, pour le coup, qui mettons un peu le pied dans la porte de beaucoup de collectivités pour mener des actions souvent en collaboration avec des CNFS, histoire de faire des choses complètes. Bon, on se connaît bien sur les Hauts-de-France. On constate, nous, sur le terrain, une grande disparité de l'appréciation de la fracture numérique par les collectivités. Je vous donne un exemple très concret d'il y a encore quelques jours. On a trouvé un grand financeur, donc une retraite complémentaire qui nous a permis de financer 8 dates dans des villes rurales. Donc c'est gratuit pour les collectivités avec un camion de réparation plus un CNFS. Et malgré tout, les deux collectivités concernées, une a accepté tout de suite. Donc je peux donner le bon élève, à savoir la collectivité, c'est Chauny et alentour, donc très bon élève. Ils ont tout de suite compris les problématiques et ils savent que leur territoire en a besoin. Et une autre collectivité d'un département voisin, bien moins avancé, on va dire, sur la réflexion et sur ces éléments-là, n'a jamais donné de réponse. Bon, ce qui fait qu'on fait les 8 dates sur Chauny, tant mieux pour eux, mais tant pis pour l'autre territoire. Et pour le coup, est-ce que ce sont, donc, par rapport à votre plan, les préfets qui vont devoir arbitrer, essayer d'aller aider les territoires plus en retrait à progresser? Est-ce que ce sont les voisins des territoires qui vont devoir essayer de les tirer vers le haut? Est-ce que c'est l'organisation nationale? Comment on aide les élus de ces territoires à se rendre compte que l'inclusion numérique, c'est partout et pas seulement chez les voisins? Jacques, je vous vois hocher la tête, vous voulez peut-être réagir? Je dirais que c'est le propre de la solidarité que nous développons au sein des associations d'élus. Le préfet va évidemment impulser une nouvelle dynamique sur l'ensemble du territoire départemental. Donc les EPCI vont être à un moment sollicités, alors soit par les services de l'État, soit le cas échéant par le conseil départemental qui lui-même donc est sans doute très soucieux des questions d'inclusion numérique, puisque par excellence développe une action sociale sur le territoire, voire même de l'aide sociale. Et donc, l'idée de la mise en œuvre de la circulaire, c'est bien celle-là. Considérer qu'il y a un moment une impulsion sur le territoire, voire même un positionnement, donc une obligation, et faire en sorte que les associations d'élus puissent fonctionner à plein. Et je pense qu'au niveau des EPCI, les intercommunalités trans ou les interconnectés sont aujourd'hui relativement connus pour accompagner tous les territoires qui se sentiraient un petit peu éloignés eux-mêmes de cette question du numérique, sachant que notre travail, et particulièrement pour les territoires les plus dynamiques, consiste à essayer de simplifier à outrance le modèle d'action sur le territoire pour que ce modèle puisse être appropriable par l'ensemble des territoires au niveau national. Donc oui, les associations d'élus seront aux côtés de tous les territoires pour relever ce défi.
Peut-être pour compléter, je pense que votre exemple est assez typique de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on n'est pas dans une continuité, dans un dialogue permanent entre les acteurs, vous arrivez avec une initiative qui est intéressante, mais auprès de territoires qui ne sont pas préparés, qui n'ont peut-être aucun moyen de pouvoir vous accueillir. Et du coup, c'est vécu de votre côté comme étant un mauvais élève, sauf que c'est peut-être tout simplement un territoire qui aujourd'hui n'est pas dans cette temporalité-là, et vous venez avec une contrainte d'opportunité à un moment donné. Donc c'est toute la difficulté qu'on a sur le terrain tout le temps, en réalité. Et c'est pour ça que je pense que c'est logique de faire ensemble. Demain, une initiative comme la vôtre devrait pouvoir être connue de l'ensemble des acteurs et être saisie par les territoires qui sont en capacité de l'accueillir à un moment donné. Et on fera autre chose dans les territoires qui n'ont pas pu à ce moment-là faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'être en à-coup comme ça, c'est extrêmement dommageable. C'est-à-dire qu'on lance des trucs et puis ça s'arrête. Et donc il y a aussi toute une série de territoires qui, parce que c'est arrivé plein de fois en 20 ans, ont un peu arrêté. Moi, je discutais, on est en train de préparer une journée d'action sur l'inclusion numérique, justement, avec Le Mans. Et il me disait, ils ont des conseillers numériques depuis 2 ans. Il y a des acteurs qui ne voulaient pas rentrer en partenariat avec eux en disant, il y en a pour 2 ans, et puis le temps qu'on lance le truc, ce sera fini et on aura créé un besoin, on ne saura plus répondre. Là, ils ont décidé de pérenniser de manière très officielle la continuité de cet accompagnement dans le temps. C'est inscrit dans l'engagement de la collectivité. Et ces mêmes acteurs qui avaient dit non disent ok, si c'est comme ça m'intéresse, on peut recommencer à discuter. Et c'est pour ça que ce temps long, cette capacité à faire ensemble, pour moi, elle est clé pour qu'on sorte de cette logique de stop and go qui est quand même un peu le maillon faible de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pour rebondir, l'exemple qui est cité est super intéressant parce que extrêmement symptomatique en fait de ce qui se passe sur les territoires. On parle depuis tout à l'heure de besoin de financement, de besoin d'impulser des actions pour mettre en place une dynamique. La réalité du terrain, c'est que c'est exactement ce que tu évoques, c'est qu'on a des territoires, et je rejoins aussi Céline, sur lesquels on arrive avec des solutions gratuites, entre guillemets, car financées, etc. Et malgré ça, ça prend pas. Donc on a un enjeu essentiel dans toute cette feuille de route à vraiment avoir une mobilisation sur la sensibilisation des territoires et des acteurs les plus éloignés, les moins informés, etc. C'est un travail de fond qui va prendre énormément de temps. On y travaille déjà depuis plusieurs années. Mais l'enjeu sur cette sensibilisation, il y a un axe dans la feuille de route nationale sur la sensibilisation, l'accompagnement au pilotage par la donnée. C'est un axe qui est super intéressant et sur lequel, bien sûr, on va s'engager un maximum. Mais au-delà du pilotage par la donnée, on a aussi bon nombre de collectivités où on en est très, 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 très loin, où on est déjà... en fait, c'est quoi le sujet ? C'est quoi le sujet de l'inclusion numérique ? Et c'est une réalité de terrain qui est très marquante et effectivement qu'on constate au quotidien, quels que soient les dispositifs avec lesquels on arrive, ça prend pas. Donc engagement très très fort sur la mobilisation et la sensibilisation au sujet. Oui, je pense que c'est le cœur de ce travail de France Numérique Ensemble. On parle beaucoup de résilience, moi je préfère la robustesse. Et l'objectif de cette feuille de route, c'est de créer de la robustesse autour de la politique publique d'inclusion numérique. Donc c'est un État qui tient son rôle partout de la même façon sur tout le territoire. C'est l'ANCT qui peut accompagner tout le monde, qui fait redescendre de la donnée, qui crée les conditions de formation aussi en pair à pair. Et c'est le pair à pair qui va être essentiel entre élus, entre collectivités, entre acteurs associatifs pour qu'on arrive vraiment à irriguer tout le territoire. Et il faut qu'on tienne les deux bouts de la démarche, c'est faire monter à bord les acteurs qui sont y compris encore éloignés de ces enjeux-là et d'arriver à nous faire redescendre de l'analyse d'impact, d'évaluation, de priorisation qui soit de qualité suffisante. Et après, qu'est-ce qu'il se passe dans 3, 4, 5, 10 ans pour l'inclusion numérique, qu'est-ce qu'il en restera de ces réseaux-là? Et ce qu'on construit aujourd'hui, c'est ça, c'est de créer la robustesse de ce réseau-là, de l'inclusion numérique. Peut-être une dernière question avant de laisser le mot de la fin à Emmanuel. Ou une dernière réaction?
Bonjour, Dominique Kergosien. Je travaille au département d'Ille-et-Vilaine et je suis en charge des problématiques de numérique éthique et inclusif. Donc l'inclusion numérique dans les départements et notamment le nôtre, c'est un sujet qui a émergé très fortement depuis 2015-2016 et lié notamment à la dématérialisation assez massive des services nationaux de l'État. Et voilà, un petit témoignage, je trouve, à titre personnel, la démarche France Numérique Ensemble très intéressante. Mais sur le terrain, nous-mêmes, on peine à engager une dynamique d'inclusion numérique qui va au-delà de la simple démarche de facilitation de l'accès aux droits. Et quand on parle de manque d'implication des acteurs locaux, je pense que ça reste quand même parce que les forces vives qui sont sur le terrain sont essentiellement mobilisées pour accueillir un public qui n'a plus d'interlocuteurs dans les guichets nationaux et qui vient dans les collectivités, les petites collectivités, et c'est toujours dans une perspective déjà de faire valoir ses droits. Voilà. Sans mauvais jeu de mots, l'inclusion numérique ne peut pas accueillir toute la dématérialisation, mais doit prendre sa part. Et donc, en fait, on ne pourra pas seul non plus endiguer tous les efforts d'ailleurs de numérisation, mais qu'elles viennent du secteur public, du secteur privé, de l'État, des collectivités, des entreprises. Et on a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Et notre objectif, ça va être que le réseau puisse accueillir, donner un premier accueil, etc. Mais ça ne suffira pas, et c'est effectivement un élan qui nous dépasse. Et ce travail aussi sur l'inclusion numérique doit permettre d'irriguer les autres ministères, les grands dématérialisateurs, etc., pour comprendre quels peuvent être les effets pervers d'une dématérialisation mal faite. Ça peut être aussi orienter les entreprises les grands réseaux qui ferment aussi leurs guichets, leurs boutiques, etc., qui renvoient finalement des clients vers le service public quand il s'agit d'activer son compte utilisateur, etc., ce qui pose la question des modèles économiques. Donc c'est vraiment un effort collectif, mais on ne peut pas, vous, collectivités, nous, côté inclusion numérique, absorber le choc de toute la dématérialisation, mais préparer les conditions y compris en termes de conception des services publics. On parle beaucoup de design, etc., mais on a tout un réseau de conseillers numériques, de conseillers France Service, d'agents de collectivités qui expérimentent au quotidien les difficultés des citoyens. Ça aussi, pour avoir des remontées d'informations sur ce qu'il ne faut pas faire, il faut aussi que tous les grands dématérialisateurs soient à l'écoute de ces réseaux-là, où quelque part, il y a des signaux d'alerte qui remontent. Donc, c'est tout à l'honneur de la France d'avoir une politique publique de culture numérique et d'éducation populaire au numérique. Il ne faut pas la sacrifier sur l'autel de la dématérialisation, parce qu'on ne fera qu'éponger bref, vous voyez l'expression, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment tenir les deux bouts et construire quelque chose de global face à cet enjeu-là, quoi. Céline, tu voulais prendre la parole ? Ce que je voulais dire peut-être rapidement, c'est juste qu'effectivement, il faut que je pense que les dématérialisateurs, comme tu le dis, prennent leur part dans cette responsabilité-là. Il y a aussi peut-être un point, on en avait discuté rapidement dans le cadre des échanges qu'on a eu quand on a préparé la feuille de route, et je pense qu'il y a peut-être là une réflexion quand même qui pourrait être intéressante, c'est de réfléchir le parcours des personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de l'accès au droit, c'est d'avoir aussi quelqu'un qui vient répondre à une problématique complexe, quand bien même on sait utiliser le numérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas la clé. Enfin, des fois, on confond un peu trop. On va savoir utiliser l'outil numérique et on va régler nos problèmes administratifs. En fait, l'administration, ça a été complexe historiquement avant le numérique. C'est pire depuis. Mais le problème de fond de résoudre le problème qui nécessite un agent en face, il est toujours présent. Et je pense qu'on a peut-être un intérêt. En plus, il y a des designers de services au sein de l'État. Il y a ces logiques de design de service avec les utilisateurs aujourd'hui qui existent. Ça serait vraiment intéressant qu'on repense un parcours en se disant à quel moment on a vraiment besoin de quelqu'un
au lieu de se dire c'est la démat qui va régler, enfin c'est la maîtrise de l'outil informatique qui va tout régler. Je pense qu'on a cette double interrogation, et peut-être juste dire qu'il y a aussi un point dans la circulaire qu'on a trouvé intéressant, c'est le lien entre les maisons France Service et les conseillers numériques France Service, et ça c'est aussi un non-pensé jusque-là, qui sur le terrain, j'imagine madame que vous le voyez régulièrement, peut être l'objet de travail en commun assez efficace entre je réponds à un problème administratif et je m'éduque et j'apprends à être autonome en matière numérique. Donc c'est peut-être encore devant nous un projet important. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au... Ah, pardon, Jacques. Oui, peut-être, oui, merci. Très rapidement sur ce point-là. Donc, les associations d'élus portent un message fort, à savoir que tout citoyen doit pouvoir avoir un contact humain lorsqu'il rencontre des difficultés dans une démarche dématérialisée. Mais bien évidemment, il ne faut pas retomber dans l'absence du numérique en matière d'évolution de notre société. Et donc, un élément qui pourrait être versé au dossier de notre démarche est celui donc du pilotage par la donnée, en quelque sorte, de l'inclusion numérique. Si nous remarquons qu'un certain nombre de services, que ce soit des services publics dématérialisés, voire même privés, reviennent en permanence sur la table en matière de difficultés d'accès, je crois qu'il faudra que collectivement, nous effectuions aussi les démarches pour soit améliorer le contact, et donc pourquoi pas le design des services, mais pourquoi pas obliger qu'il y ait évidemment une mobilisation complémentaire en attendant que les citoyens puissent y accéder mieux. Cela fait partie de nos missions d'évaluation du dispositif que nous construisons aujourd'hui. Ce sera peut-être le mot de la fin pour cette table ronde. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé. Ne partez pas tout de suite, vous aurez remarqué quand même qu'on est à la Banque des Territoires, et je vais laisser la parole à Emmanuel Borelli, qui est responsable du pôle inclusion numérique et services au public à la Banque des Territoires, pour vous rappeler tout ce qu'on fait sur ce sujet-là, pourquoi il nous intéresse et comment on espère pouvoir continuer à accompagner tous les acteurs dans cette mobilisation. Alors merci beaucoup Sacha, et merci à nos participants. Non, pas forcément, ça va aller rester comme ça. Alors comme vous le savez, effectivement on est à la Banque des Territoires, et la Banque des Territoires est un acteur historique aux côtés de l'inclusion numérique. Les enjeux d'inclusion, ça fait plusieurs années qu'on les partage aux côtés de l'État, aux côtés de la NCT, et encore une fois de plus, la Banque des Territoires entend contribuer à la feuille de route France Numérique Ensemble, en proposant évidemment de continuer son action au travers de solutions concrètes et opérationnelles pour l'ensemble des acteurs, et contribuer à ce que tu évoquais, en fait, les 4 objectifs initiaux avec les 8 millions de personnes éloignées du numérique qu'il faut accompagner jusqu'en 2027 et probablement après, les 2 millions d'appareils reconditionnés accessibles aux plus modestes, les 20 000 aidants numériques formés et les 25 000 lieux de médiation numérique. Donc l'inclusion numérique fait clairement partie de la stratégie de la Banque des Territoires, c'est une mesure phare. Voilà, donc c'est pour vous dire que nous sommes pleinement mobilisés. Donc, elle contribue déjà avec de l'inclusion côté accès aux usages. On va poursuivre dans notre action autour du mandat conseiller numérique. Enfin, Sacha le sait bien mieux que moi, puisqu'elle emporte la responsabilité opérationnelle de ce mandat aux côtés de l'équipe, évidemment. Et donc, effectivement, va poursuivre son action, puisque nous avons été renouvelés aux côtés de la NCT pour le mandat conseiller numérique, avec ce qu'évoquait Pierre-Louis, c'est-à-dire la simplification de ce parcours de formation des conseillers numériques, qui est vraiment la nouveauté fort de l'expérience des
2-3 précédentes années de construction et de mise en place de ce mandat. Donc, et évidemment aussi la partie financement et mise en place d'une formation continue, puisqu'on a vu que les conseillers numériques, une fois en poste, ils ont encore besoin d'être formés. Ils font face à des situations qui peuvent être nouvelles, et donc il faut qu'ils soient accompagnés. Après, dans un autre registre, mais comme vous l'évoquiez, de façon assez complémentaire aux conseillers numériques, on a le programme France Service. Alors j'allais dire, c'est plus de la responsabilité de mes équipes d'accompagner là aussi le déploiement de ce programme et de cette politique publique, avec depuis déjà 3 ans le déploiement du réseau France Service et bientôt des 2750 lieux France Service. Mais la Banque des Territoires entend ne pas s'arrêter là et donc propose un accélérateur qu'on appelle lieu innovant, lieu accueillant, pour aller plus loin dans l'accompagnement des France Services et de 1000 France Services en particulier d'ici 2027. C'est ce qu'on appelle notre saison 2 à nous, en transformant des lieux de France Service et en améliorant l'offre de services en France Service. Là encore, c'est un dispositif, enfin c'est un accélérateur qu'on trouve être complémentaire avec aussi le mandat conseiller numérique, France Service et conseiller numérique. Pour nous, il y a clairement une complémentarité, c'est logé au même endroit. On est à côté avec Sacha pour piloter ces deux sujets. Donc clairement, nous, la complémentarité de ces deux dispositifs, on y croit. Donc petit moment de pub aussi, on est bientôt va être clôturée la première vague des candidats pour le lieu innovant, lieu accueillant, donc d'ici la fin de la semaine. Donc pour ceux qui n'auraient pas candidaté pour transformer sa France Service, n'hésitez pas. Toutes les coordonnées, tous les renseignements utiles sont sur le site de la Banque des Territoires. Après, comme on l'a évoqué, et Glantine en atteste, en fait, dans la première stratégie, la stratégie nationale pour un numérique inclusif, il y avait quand même un dispositif très emblématique que l'on a financé et aidé à déployer, ce sont les hubs. Et là encore, on va pas lâcher ce dispositif-là parce que, comme vous l'avez rappelé si justement ce matin, c'est au cœur du dispositif du déploiement de la stratégie, de la nouvelle stratégie, et on croit fermement que les hubs doivent en prendre leur part. Donc la Banque des Territoires va continuer à rester à vos côtés pour animer et faire durer les hubs, les 15 hubs territoriaux pour un numérique inclusif, donc avec principalement de l'animation inter-hub, parce que comme vous l'avez si justement évoqué, il y a beaucoup de pratiques à droite à gauche, il y a des hubs très matures, il y a des hubs moins matures, et c'est dommage qu'il n'y ait pas une capitalisation, une mutualisation de l'ensemble des pratiques pour pouvoir faire aller plus vite tout le monde, y compris les hubs. Donc ça, on y croit et on sera toujours à vos côtés. Après, petite nouveauté, et Cyril en parlait, sur le reconditionnement. Là encore, la Banque des Territoires s'est positionnée sur le sujet en nouant, parce que là encore, c'est au niveau de la chaîne de valeur, un des moments de la chaîne de valeur. On ne peut pas faire de l'inclusion si les gens ne disposent pas de matériel. Donc, on a noué un partenariat avec Emmaüs Connect, pas plus tard que la semaine dernière, pour leurs 10 ans d'existence. Donc, on était à leur côté pour signer ce partenariat. Évidemment, on a bien conscience que c'est un début de réponse, mais que ce n'est pas la seule réponse. Et on va continuer à travailler le sujet en proposant d'autres solutions pour accélérer ce reconditionnement. Évidemment, on est à la Banque des Territoires, mais on est surtout à la direction de l'investissement. Donc, on a à cœur d'investir dans des solutions d'inclusion numérique. Donc là aussi, ça fait partie de nos prérogatives. On va continuer
à vouloir investir. On a aussi mis en place des accélérateurs, Cyril le sait, des accélérateurs, un accélérateur 13M pour faire émerger des solutions d'inclusion. Et là, on a eu 4 beaux lauréats qu'on termine d'accompagner ce mois-ci. Et puis, il y aura une deuxième vague de lauréats, 4 lauréats qui devraient émerger l'année prochaine et qu'on accompagnera bien volontiers. Également, ce qui a fait partie vraiment d'un gros moment de la matinée, c'est ces fameuses feuilles de route territorialisées qu'il faut élaborer. Et là encore, la Banque des Territoires a envie de faciliter l'élaboration de ces feuilles de route. Alors, évidemment, elle va le faire par le biais des hubs qu'elle accompagne. Les hubs eux-mêmes ont vocation à accompagner les collectivités et les acteurs de terrain pour élaborer ces feuilles de route, mais elle peut aussi participer au financement d'études. Alors là encore, aux côtés de l'ANCT qui déjà mobilise un certain nombre de dispositifs, comme Pierre-Louis l'a rappelé, pour l'élaboration de ces feuilles de route. Donc, comme vous l'avez compris, la Banque des Territoires est un partenaire de l'écosystème, un acteur de l'écosystème de l'inclusion pleinement mobilisé depuis des années et continuera à l'être aux côtés des acteurs, avec les collectivités, avec l'État, avec la NCT, avec les hubs, avec les associations, avec les entreprises qui font l'inclusion numérique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions ensemble voir comment on peut vous aider. L'État n'hésite pas à le faire, la NCT non plus, mais pourquoi pas d'autres acteurs, il ne faut pas hésiter, c'est important. Également, petit point par rapport à notre petit déjeuner pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de pouvoir le suivre tout de bout en bout. Il y aura un podcast qui va être mis en ligne et puis un livrable final qui sera édité et dont vous pourrez vous saisir pour avoir l'ensemble des éléments qui ont pu être discutés ce matin. Je remercie évidemment l'ensemble des acteurs qui nous ont aidés à analyser et à comprendre les enjeux de cette stratégie France Numérique Ensemble ce matin. Et puis, pour vous dire qu'il y aura des prochains petits déjeuners Parlons Inclusion Numérique. Le prochain est le 4 janvier, voilà, il apparaît sur votre écran et va évoquer un sujet dont on a un peu parlé ce matin, mais pas complètement, en tout cas instruit, c'est le fameux aller vers et le dernier kilomètre pour aller, j'allais dire, capter le public qui a besoin de cette inclusion numérique. Merci à tous et bonne journée pour tous.